Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du Togo. Ce soir, nous allons parler d'éducation. Nous allons parler notamment des dernières réformes opérées dans le système éducatif, surtout et précisément l'interdiction des téléphones portables à l'école. Alors, si la mesure en soi nous semble faire des remous en termes de contestation, il y a quand même une voix, pas des moindres, une voix d'un universitaire qui s'oppose quelque part contre cette mesure qu'elle juge rétrograde, en tout cas absurde. Cette voix nous vient de monsieur Apedo Togouata Aman, qui est un professeur d'université, comme je le disais. Togouata Apedo Aman. Togouata Apedo Aman, qui est un professeur d'université. Il enseigne les lettres modernes, le théâtre. Il écrit également, il est écrivain. Eh bien, c'est lui que nous recevons ce soir sur ce plateau. Monsieur Togouata Apedo Aman, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Alors, c'est quoi la différence entre Togouata Aman et puis Apedo? Non, c'est Togouata Apedo Aman. Togouata, c'est le prénom. Apedo Aman, c'est le nom de famille. Très bien. Merci bien. Alors, pourquoi l'interdiction des téléphones portables à l'école relève d'une certaine absurdité, selon vous? Le téléphone portable a toujours été interdit dans les salles de classe. Parce que vous pouvez pas faire un cours et puis les étudiants, les élèves vont être arrivés sur leur appareil. Ça veut dire qu'ils ne suivent pas le cours. Donc, est-ce que ça méritait un arrêté ministériel? Et en plus, il y a un aspect qui relève du vandalisme, selon ma conception, détruire les appareils. Au lieu de les confisquer le temps, une journée ou un truc comme ça, on détruit, oui, alors que ça coûte cher. Oui, mais avant d'en arriver là, et lorsque vous dites que ça a été toujours interdit, si ça a été toujours interdit, mais le phénomène continue, est-ce que c'est pas le moment de prendre les taureaux par les cornes? Mais le taureau par les cornes, nous sommes dans l'enseignement. Il faut user de pédagogie, apprendre aux discipliner davantage les élèves et leur dire voici comment on peut utiliser le téléphone portable en classe à la demande de l'enseignant. C'est une affaire de pédagogie parce que le téléphone portable des enseignants l'ont déjà utilisé pour leurs cours et c'est pas nouveau. Mais maintenant, venir interdire ça abruptement et dire en plus comme sanction de briser cet appareil qui coûte cher et c'est les parents qui en font les frais, je trouve que c'est cruel. Confisqué. Non, ils ont détruit, ils détruisent. Vous avez déjà eu des téléphones qui ont été détruits, vous avez vu ça? Il y a, comment ça s'appelle ça? Une vidéo virale là-dessus où dans un établissement confessionnel où on a obligé des élèves à donner des coups de marteau à leur appareil, on dit soit vous cassez ou vous excluez vous-même. Donc non, c'est-à-dire que voyez-vous, dans un pays où l'on prétend faire la démocratie, aller vers la démocratisation, il faut davantage accorder de liberté plutôt que d'être systématiquement dans l'interdiction. Or, voyez-vous, quand vous donnez des libertés, la liberté suppose aussi une responsabilité. Donc, il faut responsabiliser les élèves. Si vous venez en classe, ne sortez vos appareils qu'avec l'autorisation du prof et pour faire des choses précises. Parce que cet appareil-là, nous, quand nous étions jeunes, ça n'existait pas. Et surtout, au Togo, nous souffrions énormément pour avoir des bouquins. Aujourd'hui, il y a tout dessus, il y a plein d'articles que vous pouvez même pas lire, des livres, des e-books. Oui, mais quand vous faites référence aux interdictions, vous dites que en démocratie, il faut aller, etc., pas pédagogie et tout, mais je rappelle quand même que le Togo n'est pas le premier pays à interdire le téléphone portable et que, selon le dernier rapport de l'UNICEF, en tout cas, l'UNESCO, de 2023, il y a quand même un quart des pays sur la planète qui ont interdit. Et parmi ces pays, il y a des pays démocratiques comme la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Albanie, à moins que la France. Oui, bon, vous avez dit un quart, donc ils sont minoritaires, même si c'était majoritaire. Je l'ai dit, bon. Il y a des pays démocratiques. Oui, bon, de toute façon, vous savez, en France, chaque année,
on modifie le système d'enseignants. Dès qu'il y a des remaniements, dès qu'il y a un nouveau ministre qui vient, on veut encore tout changer. C'est dire que les gens réfléchissent à la pédagogie. Comment faire pour changer les choses? Ouais, au Togo, on ne fait que suivre la France. Ce qui se fait là-bas, c'est toujours l'école coloniale qui continue. Et la preuve, on nous impose le LMD, alors qu'on n'a pas les moyens de faire le LMD. Vous voyez? Mais si les pays comme la France, comme vous le dites, modifient à chaque fois, ça veut dire qu'ils sont en train de se chercher aussi. Essayer autre chose pour voir si ça marcherait. Oui, mais est-ce que souvent, c'est à partir d'un bilan? Est-ce que le monde a fait le bilan ici? Est-ce que les ministres nous ont fait, dans la transparence, le bilan pour interdire la chose? Je ne pense pas. De toute façon, on ne fait jamais de bilan. On est passé au LMD, on n'a pas fait de bilan de l'ancien système parce que c'est un gâchis phénoménal. Parce que, voyez-vous, des étudiants font 6, 7, 8 ans et ils n'ont pas la licence. Finalement, ils abandonnent. Est-il normal que dans un pays sous-développé, on puisse créer autant de gâchis? C'est pas normal. Et vous êtes sûr qu'ils font pas le bilan? Est-ce qu'ils ont présenté un bilan? Ça se présente ouvertement devant tout le monde, à la télé, à la radio. On fait pour que tout le monde sache. Vous savez que ici au Togo, c'est souvent difficile d'avoir accès aux statistiques, aux chiffres. C'est ça. Voilà, il n'y a pas de transparence. Voilà. Quand on gouverne en catimini, on ne montre pas les choses. Vous savez que la dernière constitution, vous savez, ça s'est fait. Elle s'est faite à minuit. Et personne n'en connaissait le contenu. Voyez-vous, c'est ça le Togo. C'est ça qui n'est pas bien. Alors, pour revenir à notre sujet, je voudrais encore une fois vous rappeler qu'en 2023, l'UNESCO a demandé formellement à tous les États du monde d'interdire le téléphone portable. Est-ce que vous êtes au courant de ce rapport? Non, je suis pas au courant de ce rapport, mais de toutes les façons, nous ne sommes pas en principe, ces organisations internationales n'ont pas beaucoup de crédit à mes yeux parce que souvent elles sont soumises. C'est l'organisation. Oui, je sais, mais elles sont soumises à des intérêts. La science, la culture. Oui, ces organisations aussi obéissent à plein d'intérêts cachés qu'on ne nous révèle pas. C'est vous dire que en réalité, qui finance l'UNESCO? Ce sont les grandes nations. Est-ce que le Togo finance l'UNESCO? Rien du tout. Donc, c'est ceux qui financent, qui commandent. Et c'est ça. Est-ce que ces grandes nations qui financent l'UNESCO ont également intérêt à détruire leur propre éducation? Oui, mais est-ce que ce qu'ils disent est-ce que les États-Unis ont interdit le portable chez eux? Voilà le problème. Mais je dis, cet appareil, cette histoire d'appareil-là, c'est une affaire de pédagogie. C'est un outil de la modernité. Et nous ne devons pas avoir peur de la modernité. C'est ça ce qu'on appelle le misonéisme, la peur du changement, la peur de la nouveauté. Quelque chose de nouveau arrive. Mais essayons de domestiquer ça dans le sens de nos intérêts. C'est-à-dire, quel est l'intérêt des enseignants et des élèves? Mais c'est l'apprentissage. Donc, comment utiliser ça? Puisqu'il y a des tonnes d'informations là-dessus que nous, on n'avait pas avant. Justement, quand vous parlez de modernité, vous avez d'ailleurs écrit ça dans votre tribune, vous utilisez le mot rétrograde. Et pour vous, prendre des mesures là, c'est faire preuve peut-être de rétrograde. Vous avez même cité les années 1990. Mais moi, quand je vois un peu la proportion du nombre de pays qui, d'année en année, prennent ces mesures, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas contradiction? C'est plutôt la tendance. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, parce que la vérité, comme la science, ne sont pas démocratiques. C'est pas au nombre de doigts levés qu'on va dire 2 plus 2 égale 4 ou 5. Levez la main. Non, on creuse. On réfléchit pour voir qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui est mieux par rapport au terrain, par rapport aux réalités. C'est pas des proclamations. On nous fait croire souvent que parce qu'ils sont nombreux, ils ont fait ci, ils ont fait ça, parce que etc. Non, c'est-à-dire que la réalité, vous voyez, je vous donne le cas de Galilée, tout seul contre le clergé catholique de son époque, au XVIe siècle. Ce sont des on cas l'a condamné. Ce sont des cas d'exception. Non, on a fait de la publicité, mais il y a plein de cas comme ça dont on ne parle même pas, parce que c'était un savant célèbre, etc. Et Giordano Bruno avant lui, 30 ans au moins avant lui, on l'a brûlé vif, lui. Galilée, lui, a été condamné à la prison à vie.
pour dire que la Terre ne fait que tourner autour, nous ne sommes pas le centre du monde, hein, alors que c'était la croyance qui prévalait. Hein. Or, souvent, voyez-vous, les êtres humains, par rapport à une croyance qui prévaut, par rapport au projet, ils n'aiment pas le changement. Hein, regardez, quand le Internet est arrivé, il fallait passer aux ordinateurs et tout. Mais si vous voyez les freins qu'il y a eu à l'université même, hein, auprès de nos collègues, etc., moi-même, j'étais réticent encore à apprendre encore. Voilà. Monsieur Togota, là où votre logique m'enquiquine un peu, c'est que je vous sais démocrate et vous militez souvent pour la démocratie, mais sur des questions comme ça, j'ai l'impression que votre démocratie est un peu sélective, parce que lorsqu'il s'agit de l'éducation, vous dites non, je suis pas forcément pour, c'est pas parce que il y a un certain nombre de personnes décident que forcément c'est bon. Non, je dis la science n'est pas démocratique, je regrette. La science n'est pas démocratique. 2 + 2 = 4 ou 5, levez la main. Non, ça ne se fait pas. La science, on fouille, on creuse. En science, il n'y a pas de tabou. Hein? Il n'y a pas de tabou et rien n'est acquis définitivement. La science, hein, est l'objet constant de la critique. Hein? Même si tu as trouvé quelque chose, on trouve ça génial, on critique encore, mais voilà, celui-ci, non, il a dit ça, il y a telle erreur. C'est comme ça c'est ça le progrès. Hein? C'est-à-dire, il n'y a jamais rien d'acquis définitivement. Ce que nous disons aujourd'hui, dans 20 ans, dans 50 ans, on dira que non, parce que on aura connu des choses nouvelles, on aura fait d'autres critiques, et on aura ouvert d'autres voies, d'autres portes. Et c'est ça la modernité. Mais interdire pour interdire, c'est ça qui n'est pas bien. Alors, l'approche pédagogique que vous proposez, c'est-à-dire apprendre à tirer meilleur profit des téléphones portables à l'école plutôt que de les interdire, ça m'amène quelque part à vous lire un extrait du dernier rapport 2023 de l'UNESCO, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, qui dit « Peu de recherches solides ont été menées pour démontrer que les technologies numériques ajoutent intrinsèquement de la valeur à l'éducation. La plupart des études ont été financées par des entreprises privées du secteur de l'éducation qui tentent de vendre des produits d'apprentissage numérique. » Alors, l'UNESCO dit très clairement que tout ça, ça ne marche pas. Mais cette déclaration de l'UNESCO est contradictoire, d'abord. Elle dit peu d'études ont été menées. Voilà, ont été menées. Et là encore, ces études par des privés. Oui. Alors, quelles sont les études publiques? Ils disent des privés qui ont intérêt à vendre. Oui, maintenant, qu'est-ce que le public lui a fait comme recherche? On ne nous le dit pas. Hein? Parce que, on veut détruire certains privés. Et de toute façon, eux-mêmes, c'est peut-être même des groupes privés qui se querellent à leur niveau. Hein? Mais la chose, ce que moi je dis, c'est pas parce que l'UNESCO est une organisation internationale qu'elle a raison. Hein? Et je trouve même qu'elle n'a pas raison du tout. Hein, parce que c'est peut-être nos ministres ont peut-être vu ça et puis ils ont recopié. Mais ça veut pas dire que parce que certains l'ont fait que c'est juste. Non, c'est-à-dire que nous devons être en permanence remettre les choses toujours en question, se remettre en question chaque fois. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que faire le bilan? On ne fait pas le bilan. Voyez-vous, ils citent des travaux, mais quels sont les travaux faits par le gouvernement togolais par rapport justement à l'utilisation du portable en classe? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme travaux par rapport à l'introduction du LMD? Est-ce qu'ils ont fait le bilan? Qu'est-ce qui était bien dans l'ancien système qu'il faut garder? Qu'est-ce qui n'était pas bien? Ils l'ont pas fait. Et quand ils ont amené ça à l'université, moi je dis que ça va échouer. Hein? Encore une fois, je disais, mais dans ce cas précis, je fais référence à d'autres pays pour montrer que ce n'est pas seulement une affaire entre griffes togolaise. Oui. Mais alors, est-ce que vous voulez dire que les autres pays également, dans les autres pays, pratiques n'ont peut-être pas fait ils le font aussi, mais de toute façon, ils n'ont pas raison. C'est un nouvel appareil, il faut l'apprivoiser, savoir comment l'utiliser. On a besoin de pédagogie, on apprend. Nous-mêmes, on a appris à utiliser les appareils, l'Internet et tout ça. On ne savait pas ça avant, c'est nouveau. Hein? Elle nous dit, quand c'est arrivé à l'université, il fallait que les professeurs s'y mettent, etc. Presque tout le monde était réticent, retourner à l'école. Et puis, le drame encore, ceux qu'on envoyait pour nous apprendre ces choses-là n'avaient aucune pédagogie. Hein, c'est parce que il dit ça, on demande des questions, il n'arrive pas, etc. Donc, vous voyez, le problème, ce n'est pas l'appareil qui est en cause.
c'est l'utilisation qu'on en fait. Regardez cette tasse. Elle est faite pour boire. Oui. Mais on peut l'utiliser pour casser la tête de quelqu'un. Donc, on va pas accuser la tasse. Mais heureusement que ça sera pas dans ce studio. Bah, certainement pas. Nous sommes des gens pacifiques et civilisés. Alors, ça m'amène à vous citer, encore un extrait de votre tribune que j'ai lu dans Ici Lomé. Vous dites que les lois floues sont toujours des causes de conflit dès lors que leur interprétation relève de l'opportunisme et de l'humeur des uns et des autres. Elles suscitent de l'injustice et de l'arbitraire. Situation qui risque d'opposer gravement parents d'élèves et chefs d'établissement. Voilà. Mais, professeur, à l'heure où nous parlons, la mesure est entrée en vigueur, ça fait déjà plusieurs semaines. Moi, je n'ai entendu aucun parent d'élève se plaindre. Voilà. Est-ce que... Oui, bon, quelqu'un m'a dit que mon article est arrivé un peu en retard par rapport à la mesure, par rapport à la rentrée même. J'ai dit oui, c'est tout à fait vrai, parce que j'attendais des réactions, il n'y en a pas eu. Mais moi, en tant qu'intellectuel, bon, moi, j'ai fait mon boulot, j'ai réagi, hein. Même si je suis seul, c'est pas grave. S'il n'y en a pas eu, n'est-ce pas, peut-être un soulagement du côté des parents d'élèves qui peut-être se posaient des questions de savoir comment est-ce qu'on va faire. Peut-être que la mesure vient un peu nommer pour... Non, puisque c'est les parents qui achètent les appareils aux enfants. Et ces appareils coûtent cher. Hein? Pas toujours, allez prendre... pas toujours, hein. Comment? Pas toujours. Bon, en général, bien entendu. Mais allez casser l'appareil acheté par un parent et par le temps qui court, hein, vous savez, c'est terrible. C'est une punition terrible. On punit les parents, hein, et ce n'est pas une bonne chose. Il suffit de confisquer l'appareil la journée et puis le lendemain ou 2 ou 3 jours pour punir l'élève. Mais casser dans nos pays un appareil qui coûte cher, ça relève du vandalisme, à mon avis. Parce que, voyez-vous, et puis, on dit exceptionnellement, effectivement, on peut apporter. Oui. Mais qui décide de l'exceptionnalité? C'est pas fixé, c'est ça ce qui est flou. Et c'est ça qui crée des problèmes. Parce que le parent, il va dire que ça peut pas être, ça peut tu être peux prendre. Hein? Le professeur peut dire demain, oui, tel téléphone parce qu'il y a tel cours. Voilà. Le parent va en classe avec parce que je t'appellerai pour tel motif. Vous m'aviez dit ici sur ce plateau qu'à votre temps, il n'y avait pas ça. Oui. À votre temps. Mais on s'adapte à notre époque. Oui, mais on peut pas nier. Ils peuvent encore s'adapter, non? Oui, mais c'est dire que c'est un instrument avec lequel on apprend des choses. Hein? Donc, l'exceptionnalité, le parent dit, bon, tu amènes ça au cours. Bon, le prof prend. Il dit, non, c'est pas exceptionnel. Le chef d'établissement dit, non, c'est exceptionnel. Donc, bagarre entre les deux. Ensuite, c'est confisqué. Le parent vient et se entre en querelle avec le chef d'établissement. Qui fixe cette exceptionnalité? C'est ça les lois floues. Hein? Donc, ça va être à l'humeur du genre, non, fous le camp, c'est pas ça. Donc, c'est-à-dire qu'on fixe une loi, tout doit être clair pour tout le monde. Hein? Sinon, c'est l'arbitraire et c'est les abus. Hein? Mais est-ce que, quelque part, au fond de vous, vous êtes quand même conscient que les téléphones portables ont peut-être de l'impact sur les résultats de ces dernières années au niveau académique? Mais c'est à la maison que ça se passe. Et là, c'est la démission des parents. Parce que quand papa est là, fixé sur TikTok, maman sur TikTok, ou regardant sa série télévisée, et ne s'occuperont plus des enfants. Donc, il y a aussi une responsabilité des parents. Mais cette responsabilité n'est pas vraiment relevée dans votre tribune en tant que telle. Vous êtes plutôt en charge. L'interdiction était à l'école. Moi, je parle pas, c'est à l'école. Moi, je parle de ce qui se passe à l'école. Mais, bon, un petit article comme ça ne peut pas voir tous les aspects des choses. Mais les parents aussi doivent prendre leurs responsabilités dans ces affaires-là. Hein? Comment certains parents sont responsables. L'enfant arrive à la maison, bon, il fixe les heures auxquelles les enfants peuvent consulter leur appareil. Certains parents le font, hein, et ils sont rares malheureusement. Hein, surtout quand ils sont très jeunes, les enfants, bon, vous ne touchez pas à ça, etc., etc. Qu'est-ce que tu dois voir dessus, hein? Parce qu'il y a beaucoup de bêtises, hein. Les parents disent non, tu vois tel dessin animé, telle chose, etc., tel documentaire, etc., etc. Alors, mais on ne peut jamais contrôler ça à 100%. Non, ça dit il faut responsabiliser l'enfant, c'est pas possible, 100%. Regardez, je veux une preuve. Regardez TikTok en Chine. D'après ce que j'ai lu, TikTok, ils ouvrent ça à 9h. Et à 19h, c'est fermé. Et il n'y a que des documentaires, des cours, des trucs patriotiques, etc., de la science, etc. Alors, pourquoi les Chinois, ils constatent que
TikTok tel que ça nous est livré, ce n'est pas bon pour leurs enfants. On doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Et puis, lorsque nous sommes là à ne consommer que ce que l'étranger nous envoie, eh bien, nous sommes fragilisés. Hein? Et puis, ils ne nous envoient ça, pas ça pour nous aider. Pourquoi le programme qu'ils font en Chine, les documentaires, ils ne mettent pas ça à notre disposition à nous? Voilà, il faut qu'on réfléchisse à ça, que nos dirigeants réfléchissent à ça. Parce que le développement, l'émancipation de nos pays dominés passe par là, c'est-à-dire que par la création. Pourquoi on ne peut pas créer des gens de TikTok comme ça, des réseaux, etc., communautaires et tout? Ça pose des problèmes. Surtout qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'Africains, c'est eux qui travaillent dans ces grandes maisons qui font l'Internet, et les applications, etc. On a vu des Africains aider à envoyer des appareils de la NASA sur Mars. Hein? Un Malien, vous vous souvenez? Et puis, ils sont à tous les niveaux. Donc, pourquoi on ne veut pas travailler dans le sens de la modernité? C'est-à-dire que nous continuons à appliquer ce qu'on appelle le pacte colonial. C'est-à-dire, vous fournissez des matières premières, nous prenons ces matières premières, nous envoyons des produits industrialisés. Mais on se développera jamais comme ça. Hein? Donc, voilà la démarche là-dessus. C'est-à-dire, moi, je propose des changements de paradigme, de modèle, de développement, plutôt que de suivre sur l'école coloniale, tout ce qui s'est fait, etc. Est-ce que vous en avez parlé à vos collègues de l'université? Moi, j'écris ça publiquement. J'ai pas aller parler à un collègue en tant que tel, mais on en discute. Ce que je discute, mais on fait des conférences, des débats partout, etc. Mais j'écris ça dans mes publications, mes travaux, mes conférences, etc. Ou dans mes interviews comme ici, aujourd'hui. Donc, c'est pas quelque chose que j'invente, mais tout le monde sait ce qu'on doit pouvoir faire. Mais est-ce qu'on le veut? Voilà le problème. Vous voyez, je dis souvent aux étudiants, regardez dans cet amphi où vous êtes. Regardez dans vos maisons rétrospectivement. Qu'est-ce que le Togo a fabriqué? Même pas une épingle. C'est triste. En 60 ans d'indépendance. Attends, je vous suis. Et un peu comme les téléspectateurs d'ailleurs, ceux qui vous connaissent depuis des décennies savent que vous êtes très critique vis-à-vis du pouvoir de Lomé. Est-ce que cette affaire de téléphone-là, vous ne récupérez pas ça de façon politique? Est-ce que vous n'en faites pas une récupération politique? Vous ne politisez pas cette affaire par hasard? Mais c'est le gouvernement qui a politisé, puisqu'ils ont sorti un arrêté ministériel pour ceux qui n'en valaient pas le coup. Donc c'est eux qui ont politisé. Pour faire croire que les ministres, pour faire croire qu'ils travaillent. Est-ce qu'ils n'ont rien d'autre à faire que d'aller pondre un arrêté sur le portable en classe, etc., alors que c'était déjà interdit? C'est une perte de temps. Hein? Mais ce qu'ils ont ajouté, c'est la méchanceté de la mesure. Briser les téléphones portables. OK. Hein? Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais j'ai l'habitude de donner 30 secondes à mes invités pour leur permettre de faire peut-être un coup de gueule sur un sujet d'actualité qui n'a forcément rien à voir avec ce dont on discute ce soir. Est-ce qu'il y a un sujet dans l'actualité qui vous inspire? Je vous parlais de quelque chose tout à l'heure, là. C'est de quoi déjà? Lorsque nous étions à l'antenne, vous parliez de quelque chose que vous écriviez ce matin. Oui, c'est-à-dire que, voilà. Les fronts de la lutte sont nombreux, mais c'est les combattants qui manquent. C'est-à-dire que chacun à son niveau peut faire quelque chose. Le front est vaste. L'Afrique a besoin de se développer. L'Afrique, c'est pas seulement tous nos petits régimes qui gouvernent et souvent mal nos pays, mais c'est l'Afrique dans la mondialisation. Hein? Avant, c'était la seule France coloniale, mais aujourd'hui, c'est l'impérialisme, le capitalisme mondial, etc. Donc, dans tout cet ensemble-là, nous devons pouvoir nous situer. Et nous situer comment? Par la création. Hein? Parce que certains auteurs parlent de créolisation. Édouard Glissant, on parle de la créolisation aujourd'hui. C'est en créant qu'on donne à l'autre. Et en créant, maintenant, ce que l'autre va nous donner, on peut choisir. Au lieu d'être inondé par ce que les gens nous envoient. Qu'on ne contrôle rien.
Monsieur, voilà un peu ce que nous devons faire. Monsieur Togata Pedouama, merci. Et j'espère que votre appel que vous lancez aux combattants de la lutte, comme vous les appelez, saura tomber dans de bonnes oreilles. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, chers téléspectateurs. Vox Africa, c'est la voix d'une Afrique fière. On se retrouve dans le prochain numéro, par la grâce de Dieu.